Merci beaucoup, Christian, c'est gentil. Amiral et vous tous ici présents. Oui, la flamme, quand on m'a demandé de parler de la flamme, évidemment, c'est tellement vaste. Vous savez, lorsque Gaston Bachelard a écrit sur la flamme, la psychanalyse du feu, ce sont des livres qui sont d'une très haute tenue. Bachelard était un philosophe, vous savez, un petit peu particulier. Il était, d'abord, il s'est intéressé à beaucoup de choses. Il a été employé à la poste et surtout, il s'est intéressé à la technique. Et puis un jour, il s'est dit que le feu avait quelque chose de magique. Et il a écrit beaucoup sur la flamme, avec beaucoup de références. Et ayant écrit 3 livres sur la flamme, il s'est dit, mais j'en ai encore 30 ou peut-être 100 à écrire sur la flamme, et je ne parviendrai jamais à tout faire. Donc moi, j'ai la prétention, en 1 heure, non pas de faire mieux que Bachelard, mais peut-être de trouver des raccourcis, voyez, de faire un chemin buissonnier qui va vous conduire à la connaissance de ce mot assez étonnant à travers l'histoire. La flamme, la flamme, la flamme. Je vais reprendre, vous savez, ces petites choses-là qui sont des lunettes, évidemment, qui permettent de mieux voir la flamme aussi. La flamme, elle est séduisante, comme un profil gracieux ou nonchalant, celui d'une passante, peut-être celle de la rue, assourdissante où Baudelaire un jour vit s'enfuir, celle qui l'eût aimé, ou pas. La flamme est fascinante dans le regard de l'enfant qui va souffler sa première bougie et découvre cette présence insolite, mystérieuse et sans visage. La flamme effrayante dans le regard de Charlotte, impératrice du Mexique, prisonnière de sa folie près de Bruxelles, et qui murmure dans la voiture qui l'éloigne de son château en flammes. Comme c'est beau, comme c'est beau. Séduisante, fascinante, effrayante. Évidemment, je pourrais ainsi créer 1001 courts éclairages de quelques lignes sur la flamme, tant il existe de façons de la décliner, depuis ces temps immémoriaux, où on ne savait trop comment l'allumer, jusqu'à nos jours, où on sait l'éteindre, dans la plupart des cas, plus difficilement peut-être, lorsqu'elle est métaphorique, sentimentale et contrariée, tout cela à la fois. Mais nous sommes à l'orée d'une conférence, et cette flânerie va laisser la place au programme qui doit faire en sorte que s'allument, dans les esprits ici présents, les petites torches de la curiosité. Avant de traiter de front la symbolique même de la flamme, il est nécessaire de remonter le plus loin possible dans le temps l'histoire du mot « flamme ». Et cela afin de bien comprendre comment, par la suite, cette flamme est devenue le symbole de la vie, de l'énergie, du souvenir, de tout ce qui fonde l'humain dans les activités qui le singularisent. Après l'élucidation lexicale de la flamme, nous assisterons à son passage de l'état sauvage à l'état domestique, voilà quelques 500 000 ans. Domestiquée, apprivoisée, mais libre toujours, la flamme va ensuite intégrer la symbolique du sacré, dans les temps immémoriaux, puis dans les mythologies grecques et romaines. Cette flamme sacrée s'incarnera dans le feu de l'action qui guide les athlètes à l'ère olympique, dans la Grèce antique et dans nos pays modernes depuis 1896. Viendront ensuite les religions au cœur desquelles la symbolique de la flamme est intense, omniprésente, c'est le feu qui conduit vers la pureté. Nous verrons que la flamme, c'est aussi la violence destructrice, la volonté purificatrice, face à des formes de dissidence jugées incompatibles avec la pensée dominante d'une époque, dût-elle parfois se faire métaphorique et devenir lance-flamme médiatique, comme aujourd'hui. Nous poursuivrons en observant la flamme comme symbole de la raison, de l'esprit éclairé. Au pluriel, on aboutit au siècle des Lumières, qui n'a pas donné que des lumières, hélas. On le sait, on le verra, la flamme symbolise toutes sortes de sentiments, engageant la passion, en ce qu'elle élève l'être ou le détruit,
On la rencontre dans le genre dramatique, le genre poétique, dans les romans. C'est un personnage à la fois transparent et omniprésent. Enfin, apparaîtra la flamme du souvenir. C'est la flamme d'aujourd'hui, la flamme d'hier et de demain, de tous les temps. Celle qui rassemble la mémoire des hommes. Commençons par remonter jusqu'à la source même du mot flamme. Pour cela, il nous faut avoir recours aux racines indo-européennes. Mais que sont ces racines indo-européennes, dont on imagine bien l'ancrage géographique, puisqu'il s'agit de l'Inde et de l'Europe? Disons qu'il s'agit plutôt d'un flou géographique, car on ne peut situer avec précision la naissance d'un mot. On peut seulement, par déduction, découvrir ce que furent sans doute les premières syllabes prononcées par des hommes, nos très lointains ancêtres pour désigner les choses. Par quels moyens peut-on retrouver ces petites unités? Eh bien, lexicographes, linguistes, chercheurs de tous bords ont confronté dans des dizaines de langues issues de la sphère indo-européenne des mots qu'ils ont rassemblés autour d'un thème, les passant à des apocopes et des aphérèses successives pour en extraire en quelque sorte la substantifique moelle. Vous savez, les apocopes, c'est couper la fin d'un mot. Métro, métropolitain. Et pour l'aphérèse, on taille la tête du mot. Hein, bus, Airbus, autobus, voilà, et on a le mot bus. Donc on coupe la fin et le début du mot et on obtient, dans toutes les langues indo-européennes, une racine. Une racine et une syllabe d'origine. La syllabe d'origine dont on peut penser qu'elle inaugura, voilà des centaines de milliers d'années, les premiers prototypes du langage. Imaginons, voilà plus de 500 000 ans, nous sommes déjà présents sur cette terre. Des groupes errants se croisent, il faut bien échanger des sons. Et le son conjugué au souffle peut produire ceci, fa ou feu, qui signifierait « je parle, je te parle, communiquons, ne nous battons pas ». Fa ou feu, c'est la syllabe d'origine de la parole. Où la retrouve-t-on dans notre langage évolué? Dans celui qui ne parle pas, l'enfant. En latin, c'est l'infans. In, privatif, et fa, la parole. L'enfant, celui qui ne parle pas. On le trouve dans la fable, F-A-B-L-E. La fable, cette parole qui invente des destins. On le trouve dans la fée, qui possède une parole magique. On trouve ce fa de la parole dans professeur, pro devant, fe, F-E, celui qui parle devant les autres. Pro, on le trouve aussi dans préface, ce qui est dit avant. Et que dire de l'ineffable, sinon que la parole est impuissante à exprimer ce que l'on veut dire. Et pour la flamme, pour le mot flamme, après un travail sur les apocopes et les aphérèses, on a identifié une sorte de borborigme intelligible, un concentré de consonnes, une curieuse succession de lettres que voici. B-H-L-E-G, bleg ou fleg. Ce qui est intéressant, c'est que cette racine, bleg ou fleg, a donné une descendance étonnante. Ce fleg peut être traduit par éclatant. Il désigne ce qui brille et éblouit. En grec est née la racine phlégo, aboutissant au mot flamme et à phlegmon. Cette inflammation des tissus due à une infection bactérienne. Au temps d'Hippocrate, le produit d'une inflammation, d'un rhume par exemple, une sorte de feu dans le cerveau, c'est le phlegme, dont le sens s'est bizarrement infléchi vers une idée de froid et humide. Le phlegme désignant l'une des 4 humeurs dans la médecine antique européenne. Le sang, chaud et humide, domine au printemps. Il vient du foie et donne un caractère sanguin, jovial et chaleureux. La bile jaune est chaude et sèche. Elle domine en été. Elle vient du foie, donnant un caractère bilieux. Rappelez dans Molière, Chrysale qui dit « Je suis bilieux comme tous les diables et me veut mettre en colère tout mon soûl quand il m'en prend envie ». La bile noire ou atrabile, froide et sèche, domine en automne. Elle vient de la rate et donne un caractère mélancolique,
et atrabilaire. Le flegme, lui, qui vient donc de la racine du mot flamme, paradoxalement, c'est le froid et l'humide. Il est prépondérant en hiver. Le flegme ou lymphe est rattaché au cerveau et donne un caractère lymphatique. Le mot lymphatique vient de lymphe, et lymphe, c'est l'eau en latin. Et c'est emprunté au grec ancien qui a donné le mot nymphe, qui désignait la jeune fille, qui a la même racine que nuptiale. Donc, messieurs, vous avez tous épousé une nymphe, peut-être que vous l'ignoriez, mais maintenant vous le savez. Certains s'en étonnent. Le mot flegme a produit le flegme qui caractérise celle ou celui qui garde son sang-froid, et la flemme qui s'empare de nous de temps en temps. En latin, bleg produit fulgere, briller, qui aboutit à fulgor, l'éclat, à fulgur, l'éclair, à fulmen, la foudre, et forcément à fulminer, lancer la foudre de son regard tout feu tout flamme, un regard fulgurant. Fulgere a aussi produit flagrant. Ce qui est flagrant est encore tout chaud, de même que la déflagration et la conflagration. Cette idée de brillance et d'éclat aux racines de la flamme a produit de surprenants avatars. On retrouve les deux lettres BL de la racine bleg dans le mot blanc. Le blanc éclatant, mais aussi, ce qui est étonnant, dans le mot black. Le noir brillant. Donc blanc et black ont la même origine indo-européenne que la flamme. On retrouve aussi ce BL, ce BLH, dans le bleu intense qui brille. Notons que le bleu était une couleur vulgaire chez les Romains. C'était celle dont s'enduisaient les barbares pour combattre. Et pour une femme, avoir les yeux bleus, c'était la marque d'une femme légère. On était plus sensible à la gamme qui va du terne au brillant qu'aux différences de couleurs dans l'Antiquité. Blanc, black, bleu possèdent donc la même racine que le mot flamme, ou flegme d'origine, d'où sont nés aussi les adjectifs blond et blême. Voici quelques autres mots, et ça va être assez étonnant de découvrir que, en fait, la Biélorussie est issue du BL, aussi de la racine BL. Pourquoi ? La Biélorussie, c'est le pays des Russes blancs. La Russie étant le pays des grands Russes, et l'Ukraine des petits Russes. Ne nous étonnons pas qu'aujourd'hui, nous traitions de la flamme, puisque, hélas, l'actualité là-bas est quelque chose de terrible. Voici quelques autres mots encore. Vous savez, il y a des mots qui sont issus de ce BL aussi. Les pays baltes. Pays baltes, les gens qui ont la peau blanche. Le beluga, la baleine blanche. Transportons-nous maintenant dans la forêt primitive, voilà 500 000 ans. Un orage vient d'éclater, un orage dantesque, épouvantable, et nos petits ancêtres sont terrorisés. Quelle puissance du ciel est-elle ainsi capable d'envoyer sur la terre des déluges de flammes? Que faudrait-il donc faire pour posséder ce pouvoir? Être capable de maîtriser le feu? L'un des petits hommes inquiets, plus astucieux et moins questionneurs que les autres, se met en tête de conserver, dans une sorte de cage à cendres, la braise qui servira de matrice à toutes les flammes déclenchées volontairement. Des flammes qui vont éclairer, qui vont réchauffer, qui vont cuire, qui vont rassembler. Des flammes qui vont fasciner, parce que voilà, si petits, si maladroits soient-ils, ces hommes se sont appropriés les pouvoirs du ciel et sans doute de l'enfer. Ils ne savent pas, ils n'imaginent pas qu'un jour, ce feu propulsera en l'air les 100 tonnes, les 200 tonnes d'avions vers les étoiles. Ils ne savent ni n'imaginent qu'un jour, un terrible engin de feu détruira des villes entières en quelques secondes par la seule volonté de leurs descendants, ayant dérobé le feu de la matière dans les atomes brisés. Ce feu dérobé, cette flamme, symbole de la puissance et même de la toute-puissance de l'homme, nous conduit vers cette étape qui appartient aux légendes de l'Antiquité,
en ces temps où il était si simple d'expliquer la nature et ses bizarreries. La mythologie grecque et son imitation, la mythologie romaine, recèlent une telle densité poétique, une telle inventivité, parfois vertigineuse, qu'on peut regretter l'installation au IVe siècle de notre ère, par Théodose, d'un monothéisme autoritaire et punitif, culpabilisateur et souvent féroce. On peut aussi penser le contraire et trouver délirantes les 1001 histoires de la mythologie, dont celle du voleur de feu, Prométhée. Qui était Prométhée? Un titan, fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Les titans ont précédé les dieux de l'Olympe, mais un jour, ces dieux de l'Olympe se sont révoltés contre les titans. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, le titan Prométhée, qui signifie le prévoyant, a pris le parti des dieux olympiens, ce qui a d'abord plu à Zeus, le chef des dieux. Mais constatant que les hommes créés par Prométhée devenaient de plus en plus indépendants, grâce aux techniques que leur avait enseignées leur créateur, Zeus les prive du feu. Prométhée décide alors de pénétrer dans la maison olympienne, en l'absence de Zeus, et d'y dérober le feu sacré pour le rapporter aux hommes qui vont continuer de progresser et de prospérer. Colère de Zeus qui condamne Prométhée à être enchaîné sur le mont du Caucase où un aigle lui dévore chaque jour son foie qui se régénère dans la nuit. Le feu sacré, la flamme dans la mythologie antique, c'est le symbole majeur de l'homme agissant, de l'homme libre d'inventer, de créer ce qu'il juge bon pour lui, y compris ce qui peut le protéger des autres hommes, y compris aussi ce qui lui permet de conquérir les territoires du voisin. Le feu sacré garantit à l'homme son autonomie, son indépendance par rapport aux dieux. L'homme est alors responsable de lui-même. Peut-on aller plus loin et dire que Prométhée, qui a créé l'homme libre et son destin, a posé aussi les bases de l'existentialisme sartrien? Prométhée aurait créé Jean-Paul Sartre, certes, mais auparavant, il bâtit surtout Pic de la Mirandole, qui affirmait ceci: « Tel un statuaire qui reçoit la charge et l'honneur de sculpter ta propre personne, tu te donnes toi-même la forme que tu auras préférée. » Revenons à nos Grecs des temps anciens, fiers de leur être et de leur corps, en pleine possession de leur énergie. Les Grecs organisent des courses où se trouve transportée la flamme sacrée, les lampadédromies. On honorait toujours de façon particulière l'autel de Prométhée, et pour lui donner davantage raison encore d'avoir fait confiance aux hommes, on se mit à organiser des jeux, des épreuves physiques, la lutte, le pancrace, des courses de chars. La flamme des jeux toujours présente finit par s'éteindre avec la dissolution du polythéisme, de toutes ses fantaisies, de sa poésie, les jeux étant considérés comme des fêtes païennes par le nouveau pouvoir romain, ayant institué le monothéisme pour seule façon de vivre la spiritualité. 1503 ans plus tard, oui, un millénaire et demi, le père dominicain Henri Didon, exhortant ses élèves d'Arcueil à pratiquer un sport pour que les muscles ni l'esprit ne s'ankylosent, leur bâtit ce slogan « Citius, Altius, Fortius ». Plus vite, plus haut, plus fort. Ayant fait la connaissance du baron Pierre de Coubertin, le père Didon lui offre ce triptyque latin qui va devenir la devise des Jeux olympiques modernes, dont la première édition se déroule à Athènes, et sans serment, sans mascotte et sans flamme. Il faut attendre 1928 aux Jeux olympiques d'été à Amsterdam pour que réapparaisse la flamme olympique. Karl Diem, dont l'action a été déterminante pour l'olympisme en 1934, fait adopter le protocole olympique du relais de la flamme, relais qui sera mis en œuvre pour la première fois aux Jeux olympiques de Berlin. Et oui, retour à l'Antiquité. Le feu sacré et sa flamme qui jamais ne s'éteint occupent donc dans l'Antiquité
les espaces de prestige et de mystère que sont les temples. Ce feu sacré continue de symboliser aux yeux de ceux qui le célèbrent et le respectent à l'époque l'autorisation des dieux, l'encouragement à créer autour de soi ce qui est bon pour le corps et l'esprit. Ainsi l'homme antique, celui d'Athènes, celui de Rome, nous laisse une profusion de créations dans tous les domaines, réduites aujourd'hui pour beaucoup à l'état de ruines romantiques. Que s'est-il donc passé ? Peut-on juger que la flamme créatrice et bâtisseuse, toujours pénétrée du génie humain, est alors devenue conquérante pour établir l'ère nouvelle d'une pensée orientée vers une divinité unique, expliquant tout de l'univers, décidant du bien et du mal, récompensant de l'éternité les bons, punissant des feux de l'enfer les dissidents, peut-être. Le 28 février de l'an 380 de notre ère est promulgué l'édit de Thessalonique. L'édit de Thessalonique est un édit impérial par lequel l'empereur romain Théodose Ier se range du côté du christianisme nicéen. Il le déclare catholique, c'est-à-dire étymologiquement universel. Il confirme ainsi l'orientation qu'avait prise Constantin, l'empereur Constantin, au début du IVe siècle. Ainsi est définie l'orthodoxie religieuse. Ainsi, en creux, se dessine le peuple des dissidents, bientôt stigmatisé par ce périlleux vocable hérétique qui résonne comme un permis de chasse à l'homme. La flamme n'est plus sacrée, elle sert de variable d'ajustement à tout écart de pensée, de comportement et d'action. Elle est sortie des temples, elle quitte son symbolisme de vie pour s'installer durablement dans la symbolique de la mort et de la destruction, même si les langues de feu de la Pentecôte étaient porteuses d'un espoir d'universalité, de bonté et d'amour. Les Vaudois, les Cathares, subissent la terrible efficacité de la flamme devenue funeste. Visiter le site de Montségur laisse toujours cette impression de défaite de l'esprit, de défaite du génie humain, de la tolérance, lorsqu'on se trouve face au champ des Cramas. Là, un bûcher fut dressé le 16 mars 1244, sous le règne de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Plus de 200 Cathares, hommes, femmes, enfants, y furent brûlés vifs pour avoir cru que le monde terrestre, le monde matériel, celui de la souffrance et de la mort, est une création du diable, une création de Satan, et que Dieu seul est créateur du bien, de l'âme éternelle qui ne cesse de se réincarner. Brûlée vive aussi Jeanne d'Arc, qui avait libéré Orléans, bouté les Anglais hors de France, et conduit Charles VII, l'ingrat Charles VII, qui aussi s'est séparé de Jacques Coeur dans des conditions épouvantables, à Reims. Elle avait conduit Charles VII à Reims. Le crime de Jeanne, relapse, c'est-à-dire hérétique ayant abjuré, mais ayant trahi cette abjuration par un retour à son état initial. On se laisse envahir par une sorte de honte du genre humain lorsqu'on lit le procès de Jeanne d'Arc. On doute que vraiment des hommes aient pu conduire cette mascarade, vivre ce mensonge de l'accusation, s'acharner sur une jeune fille de 19 ans, courageuse, résolue et désirer sa mort. Passées elles aussi à la flamme dite purificatrice, les sorcières, jusqu'au XVIIe siècle, avec pour acmé ces actions ignobles, les procès de sorcellerie au Pays basque, en 1609. Des bûchers dressés en ce temps-là s'élevèrent les flammes, dissolvant le crime de satanisme inventé pour condamner ces innocentes. Maria Arbourou, Graziana Xara et tant d'autres au fil des âges. Tant d'autres ailleurs et partout au XVIe siècle, lors des guerres de religion, ont disparu dans la flamme. Michel Servet, par exemple, en 1553, pour avoir affirmé sa liberté de pensée par rapport
aux dogmes religieux en place. Michel Servet, dont l'exécution est un chef-d'œuvre de cruauté qui satisfit entièrement Jean Calvin, lui qui avait déclaré qu'il ne fallait pas se contenter de châtier par la flamme les hérétiques, non pas les châtier d'une simple mort, mais qu'il importait qu'on les brûle cruellement, ce qui fut fait. Et partout dans toutes les religions, les flammes sont promises à ceux qui dérogent à la foi sacro-sainte. Ce qui fait écrire à Victor Hugo, le 25 décembre 1863, dans Chose vue, « Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer mahométan, du feu. Enfer hindou, des flammes. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. » L'esprit des Lumières souffle en réalité depuis le XVIe siècle, depuis le désir de certains écrivains ou scientifiques de se libérer du prêt-à-penser qui a étouffé le feu sacré au fil des siècles, le feu prométhéen, un prêt-à-penser détruisant à mesure qu'elle s'élevait, la flamme du renouveau. Cette flamme s'épanouit dans tous les domaines à partir du premier tiers de ce XVIIIe siècle qui extrait peu à peu le groupe humain de la soumission, de l'asservissement à des traditions dont on mesurait peut-être les limites sans posséder les moyens de les repousser. C'est sans doute l'époque où la flamme, en son sens métaphorique, retrouve avec une ardeur jamais égalée l'esprit humain, celui des philosophes, celui des inventeurs, des penseurs, des créateurs, des auteurs, des artistes. Tous imaginent non pas un monde nouveau qui supposerait que soient détruites les fondations du monde ancien, mais un monde meilleur, élevé sur un substrat suffisamment éprouvé pour devenir le socle d'un futur où un mélange d'exaltation et de raison conduira l'être vers le bien-être. Il s'appelle Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, Lavoisier, Condorcet, Émilie du Châtelet. J'ai du mal à trouver une femme. Ce sont des hommes. Pauvre Émilie du Châtelet, vous savez, dans les conditions dans lesquelles elle meurt. Émilie du Châtelet, donc, qui était cette compagne de Voltaire, Voltaire qui la perd parce qu'elle avait une petite aventure avec un homme et elle est morte en couche. Et Voltaire, lui, a perdu la raison. On sait peu, mais il est rentré à Paris. Il a crié pendant des jours et des nuits dans un appartement à Paris. Et il est revenu petit à petit à la raison, mais ça lui a porté un coup terrible. On ne va pas raconter la mort de Voltaire non plus sur le quai Voltaire. Vous savez comment il est sorti? Je vous le raconterai peut-être tout à l'heure. De même que je pensais à vous raconter l'étymologie du mot Russie, qui est très intéressante. Si vous voulez, on va en parler. Ça sortirait un peu de la flamme, mais enfin bon. L'esprit des Lumières souffle en réalité, c'est fait, c'est fait. Il est temps maintenant d'aborder les rivages de l'écriture. Celle qui rime avec littérature et qui use, sans jamais en abuser, de la symbolique et de la flamme. Une symbolique multiple, mais qui demeure fidèle au thème où se croisent l'énergie, la douceur, la puissance, et cette ambiguïté d'une entité à la fois attirante et inquiétante. Attirante la flamme chez les poètes qui l'associent à l'amour, à tous les charmes de la séduction. On aime se remettre en mémoire, même si ce ne sont pas des vers porteurs de sérénité. Ce que Corneille dépose dans l'âme de Rodrigue, en stance au rythme déhanché, comme la danse désenchantée du chagrin. Rodrigue, que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini,
Ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Flamme douce, tendre et périlleuse pour Rodrigue, elle devient, dans la bouche du vieil Horace, le symbole de l'oiseux, du futile, presque de l'inutile, face aux urgences de l'honneur, le vieil Horace. Qu'est-ce ceci, mes enfants? Écoutez-vous vos flammes et perdez-vous encore le temps avec des femmes? Prêts à verser du sang, regardez-vous des pleurs? Fuyez et laissez-les déplorer leur malheur. Racine, quant à lui, qui écrivit son œuvre avec 2200 mots seulement, même s'il s'agit d'une belle économie par rapport à la langue française, on se dit que beaucoup de gens de lettres actuellement, ou prétendus tels, gagneraient en esthétique et en crédibilité à atteindre ne serait-ce que le tiers de ce nombre. Vous voulez que je vous la répète celle-là? Parce que je le pense. Même sur le plan de la syntaxe. Racine donc tisonne tant le sentiment amoureux que la gamme de ses flammes trouve en Phèdre son acmé la plus accordée aux limites de la passion. Phèdre. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Passons au XVIIIe siècle, quasiment déserté par la poésie, mais habité de façon magistrale par le genre dramatique. Eh bien, on a beau lire et relire Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, pas une seule flamme à l'horizon des actes. Des scènes, des tirades et des répliques, pas même dans les stichomities. Donc pas de symbolique de la flamme. Dans les œuvres littéraires du siècle des Lumières, si. Car à lui seul, ce siècle plein d'espoir porte l'éclatante reprise en main du génie humain par l'humain lui-même. Qui dit 19e siècle pense forcément Victor Hugo. Eh bien, chez lui, la flamme, c'est un véritable incendie, il y en a partout. On en croise dans ses vers, sa prose, dans ses oxymores, qui sont assez alexandrins, ceux que l'électricité est au train. Mais n'exagérons rien, s'il en fait un usage abondant, c'est toujours d'un bon usage qu'il s'agit. Et la symbolique de sa flamme brille toujours par l'esprit. Ainsi, dans Beau Ose endormi, Beau Ose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Beau Ose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Autre plume boulimique de la symbolique amoureuse de la flamme, Marceline Desbordes-Valmore, qui enthousiasma Baudelaire, Verlaine. Et lorsqu'on posait cette question à Louis Aragon, qui est mort voilà 40 ans, quels sont vos auteurs préférés? Il répondait, mes poètes préférés, Chrétien de Troyes, Pétrarque, Racine, Pouchkine et Marceline Desbordes-Valmore. Si vous voulez être ému et puis compatissant pour une destinée incroyable, héroïque, formidable, celle d'une femme exceptionnelle, lisez sans tarder la biographie de Marceline Desbordes-Valmore, ou achetez dans la tête des poètes que j'ai pas fait paraître il y a un an. C'est marqué, c'est écrit. Donc, de la poésie toute simple, Marceline Desbordes-Valmore, tendre et émouvante et belle et enflammée. Écoutez, j'eus en ma vie un si beau jour qu'il éclaire encore mon âme. Sur mes nuits, il répand sa flamme.
Il était tout brillant d'amour. Ce jour plus beau qu'un autre jour. Partout je lui donne un sourire mêlé de joie et de langueur. C'est encore lui que je respire. C'est l'air pur qui nourrit mon cœur. C'est léger, c'est émouvant, c'est doux. C'est terriblement simple, mais étonnamment efficace. Chez Baudelaire, on le devine un peu, la flamme flirte avec les abîmes, symbole des ténèbres qui le hantent. Même la flamme des amants porte en son centre la mort des amants. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique comme un long sanglot tout chargé d'adieu, et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Ça, c'est du très grand Baudelaire. C'est du très grand Baudelaire, vous voyez, avec ces flammes qui sont extraordinairement placées à la fin de ce poème, qui contient peut-être ce que je juge l'un des plus beaux vers de la langue française, un soir fait de rose et de bleu mystique. Chaque soir, quand se présente justement ce type de coucher de soleil, ce vers me vient automatiquement à l'esprit. Un soir fait de rose et de bleu mystique. C'est très différent du vers d'Apollinaire, quand on voit le soleil qui se couche. Et lui, il dit, c'est la fin de zone. Soleil coup coupé. C'est moins poétique, je trouve ça un peu plus sanglant. La flamme ici, un peu maltraitée. Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, selon Verlaine, certes, mais à Aden, près des entrepôts de café dont il était responsable, on l'appelait le tueur de chiens. Ça, c'est beaucoup moins dit dans les biographies de Rimbaud. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous êtes allé à Chypre sur le mont Troodos. Vous croisez, en montant vers le mont Troodos, la résidence du gouverneur anglais. Et Rimbaud était le contremaître, tout simplement, après sa fuite, après avoir quitté Verlaine en 1874, eh bien, il est devenu contremaître de la maison du gouverneur. Et là, il avait une troupe d'ouvriers. Et il ne s'entendait pas du tout avec eux. Eux le détestaient. Il faut dire qu'il s'entendait avec personne. Et un matin, sa troupe d'ouvriers se révolte. Que fait Rimbaud pour se défendre? Il avait déjà un poignard, un pistolet. Il prend une pierre, il la lance. L'un des ouvriers la reçoit en pleine tête dans la tempe et tombe raide mort. Voilà Rimbaud l'assassin, qui avoue son crime à Aden, à un Italien qui l'a rapporté en France. C'est comme ça qu'on sait que non seulement Rimbaud était tueur de chiens, mais qu'il est aussi un assassin. Alors évidemment, le bateau ivre, comme je descendais, les fleuves impassibles, bien sûr. Mais il y a l'autre Rimbaud. Voilà. Alors, la dernière strophe du bateau ivre, je ne puis plus baigner de vos langueurs aux lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Ça m'a toujours paru bizarre, ce dernier vers du bateau ivre. Ponton. Ça sonne comme une espèce de retraite de l'harmonie des sons. Rimbaud, vous savez, rue Férou à Paris, près de la place Saint-Sulpice, vous avez le bateau ivre qui a été peint sur tout un mur, ça vous fait 50 mètres, et puis vous pouvez vous arrêter pour le lire parce que Rimbaud l'aurait récité la première fois à l'angle de la place Saint-Sulpice, où il y avait un café. Et sur ceux qui ont installé ce poème, on dit que le vent avait porté les mots qui s'en vont jusque sur le mur de la rue Férou. C'est un petit voyage à faire, un voyage poétique très, très agréable. Un roman maintenant, avec quelle symbolique pour la flamme? Chez Flaubert. Chez Flaubert, Madame Bovary n'est question que de la flamme dans son sens premier. Celui du feu bien concret qui brûle dans l'âtre,
On en trouve à plusieurs occasions des occurrences. Elle se trouve donc dans un ensemble essentiellement descriptif, à peine une allusion à ce qu'il nomme la flamme intime de l'adultère. Mais c'est tout. On est en plein réalisme et les envolées lyriques, les symboliques sont mises à distance. Il est temps maintenant de rassembler tout ce parcours, de sorte qu'émerge celle qui aujourd'hui est célébrée, celle qui est arrivée à Nantes hier, portée par les cadets de la défense de la gendarmerie aux tables mémorielles. Parcours géographique remarquable parmi tant d'autres parcours étonnants. Héroïque depuis 1000 ans, 2000 ans et davantage puisque la flamme est une voyageuse de tous les temps. Elle porte en son cœur incandescent, la chaleur qui lui garantit l'immortalité. Et cette chaleur, cousine, parente même mais à un degré moindre, et c'est heureux, parente de la chaleur humaine, symbolise une autre immortalité, celle que l'on construit de génération en génération et qui porte l'héritage des uns vers l'avenir des autres, un avenir qui ne serait rien sans le souvenir. Joli nom que le souvenir, issu du latin « subvenire », qui signifie « remédier à ». Remédier à quoi? À l'oubli, tout simplement, à cet oubli qui nous réduit à tant de suppositions concernant la construction des pyramides d'Égypte, qui nous réduit à l'impuissance aussi pour déchiffrer des dizaines d'écritures de civilisations disparues, à inventer même le passé de nos lointains ancêtres, quand on possède d'eux une misère de témoignages. Qu'a-t-il donc manqué pour qu'aient sombré dans l'oubli toutes ces présences agissantes, inventives, qui ont construit leur vie avec la certitude que leurs enfants et les enfants de leurs enfants leur garantiraient l'immortalité. La flamme célébrée aujourd'hui exprime la symbolique la plus élevée qui soit, la plus indispensable, la plus noble, car non seulement elle porte le souvenir des événements passés, mais aussi et surtout des êtres qui en sont à l'origine. Absolument identique dans son apparence, dans ses composés physiques et chimiques, à celle qui fascina nos grands ancêtres, l'ayant capturée, voilà 500 000 ans, elle a rassemblé, réchauffé, éclairé, secouru ceux dont la vie, souvent la survie, a permis que nous soyons présents, rassemblés ici aujourd'hui, longue chaîne de peine, d'espoir, de bonheur, de luttes et de victoires, longue chaîne humaine présente en elle. Peut-être est-ce cette intemporalité porteuse d'infinie présence qui conduit à la rêverie silencieuse, dans l'intimité de la flamme de l'âtre. Peut-être joue-t-elle le rôle de compagne à ces attentes intimes et inexplicables qui s'emparent de l'esprit figé dans une contemplation où il semble se dissoudre. Symbolique de la présence humaine et intemporelle dans la flamme, symbolique du sacrifice situé, lui, dans le temps, où les hommes conduits par des puissances obscures ont saisi et subi la face dévastatrice de la flamme, celle des guerres, quelles qu'elles soient. Guerres qui ont toujours rassemblé leurs troupes engagées autour des rois belliqueux, guerres qui ont pillé, brûlé, détruit, guerres qui ont rêvé d'unir les hommes sous une même bannière, dans une même pensée politique, turbulences et conquêtes de la Révolution et de l'Empire. Et à la charnière de ces temps forts de la France nouvelle, la création, le 19 mai 1802, par le premier consul Bonaparte, de la Légion d'honneur, dont la première attribution date du 15 juillet 1804. Pour quels objectifs? Réconcilier les Français épuisés par 10 ans d'instabilité et de conflits militaires. Fédérer autour d'un idéal commun, l'honneur individuel et l'honneur national. Unir le courage des militaires au talent des civils, comme le symbole fort d'un État puissant et unifié. Il y eut ensuite d'autres révolutions, les guerres du Second Empire, la défaite de 1870, il y eut 1914,
Il y eut le 22 août 1914, 27 000 soldats français tués en un jour. Comme si, ce jour-là, 110 Airbus remplis de jeunes gens s'étaient écrasés sans aucun survivant. Et tout au long de ce conflit sans nom, chaque jour, il y eut en moyenne 1000 morts quotidiennement, 1000 jeunes gens par jour pendant 4 ans. On a fort justement écouté la voix des héros. Mais qui a écrit, qui a jamais parlé du chagrin des mères? Mon grand-père a combattu à Verdun. Il y a été blessé. Son frère Julien, mon grand-oncle, 20 ans, y a été tué. Mon père fut mobilisé en 1937 et par le funeste jeu de la drôle de guerre, puis de l'invasion allemande, il n'a retrouvé sa famille qu'au bout de 8 années d'absence. Après un séjour dans les camps, un retour par la Russie, et je reprends. Mon grand-père a combattu à Verdun. Il y a été blessé. Son frère Julien, 20 ans, y a été tué. Mon père fut mobilisé en 1937. Et par le funeste jeu de la drôle de guerre, puis de l'invasion allemande, il n'a retrouvé sa famille qu'au bout de 8 années d'absence. Après un séjour dans les camps, un retour par la Russie, et une telle absence de ses nouvelles qu'il eut la surprise de découvrir que des messes avaient été dites à sa mémoire. Vos parents, vos grands-parents, et plus loin même pour vous ici présents, tous ont connu ce destin bousculé, dramatique, tragique, et tous, par la magie de notre présence ici, revivent dans leur courage, leur héroïsme, non pas semblable à celui des grandes figures de musée, mais un héroïsme au quotidien qui permet de surmonter l'angoisse, la détresse, le chaos, l'injustice, les privations et l'imminence de la mort, quelle que soit sa forme, l'héroïsme qui a pour nom l'abnégation, le don de sa personne pour les âges à venir, qu'on espère meilleurs, et qu'importe si on y laisse la vie, par un mauvais hasard, on aura donné le meilleur de soi. Je pense entre autres à cette opération Chariot qui eut lieu le 27 mars 1942 à Saint-Nazaire, neutralisant la forme Joubert. Ainsi, la Kriegsmarine ne se risqua pas à envoyer le Tirpitz, le plus grand cuirassier d'Europe alors en Atlantique, lancé par Hitler en 1939. Imagine-t-on les pensées qui animent les membres du commando au petit matin du 27 mars? Le sentiment du devoir à accomplir domine toute crainte, toute peur. Le sort en est jeté. La flamme intérieure brûle en eux et les conduit à ce qu'on peut juger surhumain. Pour eux, ce sera le devoir accompli. Pour nous, cette force inouïe qui les conduit et les transforme en héros. C'est tout cela que contient la flamme, tout cela. Le 11 novembre 1923, elle fut allumée sur la tombe du soldat inconnu par le ministre de la Guerre André Maginot. Jamais elle ne s'est éteinte. Même aux heures les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale, après ces épisodes d'infamie, tels la rafle du Veldiv. À travers l'image du soldat inconnu, non seulement les victimes de la Première Guerre mondiale sont présentes, mais les millions de disparus de toutes les guerres, les victimes de toutes sortes, les héros du quotidien, les innombrables anonymes dont le nom est perdu, mais dont la flamme symbolise le courage et démontre que, même sans l'identité qui les distingua, ils sont présents par la volonté de ce que l'humanité porte de plus essentiel, de plus nécessaire à sa survie, de plus noble, sans quoi son avenir et son espérance ne sont rien, le souvenir. Voilà. J'aurais pu vous parler aussi d'autres flammes, j'aurais pu vous parler de la flamme philatélique, qui symbolise, elle, la présence d'une oblitération,
parce qu'on tamponne, et puis il y a un petit cadre avec un petit dessin qui rappelle le lieu d'où est partie l'enveloppe. Ça, c'est aussi la flamme qui symbolise la mémoire. Je sais que il y a, c'était l'année dernière, c'est ça, 1920-1951, les dates de naissance et de mort de René Guicadou. Vous connaissez sans doute ce poète. Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison, à 7 ans comme il faisait bon, après d'ennuyeuses vacances, se retrouver à la maison. La vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie et ces merveilleuses poussières amassées par tout un été. Au temps charmant des brumes douces, des gibiers, des longs vols d'oiseaux, le vent souffle sous le préau, je tiens entre paume et pouce une rouge pomme à couteau. Ça, c'est René Guicadou. Et en 2021, il est mort en 1951, il y a eu à Sainte-Reine-de-Bretagne une flamme rappelant que René Guicadou avait été ce poète merveilleux que l'on connaît à travers des textes dont je pourrais vous dire certains, mais ça dure tellement longtemps. Il y a le plus beau texte pour moi de René Guicadou, c'est Nocturne. Nocturne, si vous, ce soir, vous trouvez Nocturne, lisez-le, vous allez voir, ça va changer votre vie. J'aurais pu parler de la flamme en héraldique aussi. En héraldique, c'est-à-dire sur les blasons. Il y a là aussi une espèce de prestige à mettre une flamme ici ou là. Ça répond toujours à quelque chose qui est ressorti à l'honneur, à la position, à une position sociale. Donc ces flammes-là, je les ai mises un petit peu de côté parce que je pense que la flamme a une signification plus élevée à travers tous les âges. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici de façon historique, poétique et puis aussi philosophique. Ces trois aspects de la flamme. J'espère que vous avez retenu quelques petites choses, notamment que les femmes aux yeux bleus, c'était pas de la tarte chez les Romains. Et puis aussi que Dieu est rôtisseur et qu'il y a toutes ces petites choses-là. Et puis qu'il y avait aussi, à travers ces vers que nous ont laissés nos poètes, des choses extraordinaires qu'on a toujours plaisir à retrouver et à se réciter. Vous savez, maintenant, lorsqu'on parle de poésie, on parle beaucoup de poésie, on reparle beaucoup de poésie, c'est vrai. Il y a une chose qu'on peut faire. On peut la lire, on peut l'aimer, on peut la comprendre, on peut se laisser émouvoir, mais aussi on peut l'apprendre. Un sonnet, c'est 14 vers. 2 fois 7. 2 vers par jour. Et là, ça laisse le foie intact. Au contraire, ça l'entretient. 2 vers par jour. Au bout d'une semaine, vous avez retenu un sonnet. Et ça, c'est formidable. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur, transparent, pour elle le seul hélas, cesse d'être un problème, pour elle le seul. Et les moiteurs de mon front blême est le seul laissé rafraîchir en pleurant. Est-elle brune ou blonde ou rousse, je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Ah, vous dites, c'est formidable, il connaît bien le sonnet. Dans une semaine, vous pouvez en faire autant. Je vous donne rendez-vous là, et vous pouvez en faire autant. Vous pouvez venir réciter ce sonnet. Il sera en vous. Et vous savez, quand vous êtes en train d'attendre dans une salle d'attente par le dentiste, c'est pas drôle, vous avez un sonnet comme ça dans la mémoire. Eh bien, ça joue le rôle d'antidouleur. C'est le Doliprane du cœur, le poème, vous voyez. Et vous pouvez en prendre 2, 3, il n'y a pas de surdosage. Voilà. Donc c'est ça la flamme poétique qui brûle en nous. Cette flamme poétique, j'aimerais bien terminer sur cette flamme poétique parce qu'elle m'est chère. Parce que, vous voyez, il y a aujourd'hui, et c'est dommage, je fais souvent des salons du livre et je demande à chaque fois que je vois une petite famille arriver, aux enfants, est-ce que tu apprends de la poésie? Et là, j'ai le cœur brisé quand on me dit « Non, nous n'apprenons plus de poésie. Est-ce que tu apprends La Fontaine ?» Qui c'est La Fontaine?
un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu se trouva pris au dépourvu. Vous savez, ces débuts de poèmes, ces débuts de fables qui sont extraordinaires. Et donc on les porte en nous, mais il s'agirait aussi de faire renaître tout ça. Le fait qu'on s'y intéresse, le fait que vous vous y intéressiez, eh bien, peut provoquer par contagion chez les enseignants, qui sont de braves gens aujourd'hui. Ils ont du mérite, c'est certain. Mais quelquefois, on se dit, pourquoi ne font-ils plus apprendre telle et telle chose? Et ce sont les programmes qui sont faits ainsi, et là, ce n'est pas leur faute. Les choses sont en train de changer, et nous pouvons encore agir. Voilà, et si nous avons cette petite flamme à l'intérieur de nous, la flamme du souvenir et la flamme de l'avenir. Je vous remercie.